Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans CSP Time numéro 28 que nous enregistrons dans les nouveaux locaux du Populaire du Centre et dans notre nouveau studio que vous découvrez donc derrière nous. Une émission que nous allons vivre avec Lucienne Berthieux, notre invitée. Lucienne Berthieux, ancienne membre de l'équipe de France et de plusieurs clubs de la région comme Limoges, le LABC ou Fétia. On en parlera tout à l'heure. Merci en tous les cas d'être avec nous durant toutes ces émissions. Merci Lucienne d'avoir accepté notre invitation. Et puis pour nous accompagner durant ce CSP Time, eh bien sûr vous reconnaissez à gauche Kevin Cao, journaliste au Populaire du Centre, ainsi que Jean-Christophe Bourdin à ma droite, qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Messieurs, bonsoir. 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 Alors au sommaire de ce CSP Time, nous allons bien évidemment revenir tout d'abord sur la défaite du Limoges CSP en Coupe de France à Monaco. Défaite du Limoges CSP de justesse, de 3 points, mais il y a pas mal de choses à dire sur cette rencontre. Dans le deuxième quart-temps, nous parlerons bien évidemment de la Leaders Cup qui attend le CSP à partir de vendredi à Disneyland à Paris. Dans le troisième quart-temps, nous partagerons avec notre invité tous les grands moments un petit peu de sa carrière. Nous reviendrons sur son parcours et Lucienne Berthieux nous expliquera donc un petit peu aussi son point de vue sur l'actualité du Limoges CSP. Et puis on terminera cette émission avec un débat que nous consacrerons à Sékou Doumbouya dans le quatrième quart-temps avant de conclure par les habituels top et flop. Merci d'être avec nous, CSP Time numéro 28, c'est parti. Et on commence tout de suite par un retour sur ce match de 8e de finale de Coupe de France. C'était lundi soir pour le CSP à Monaco. Le CSP qui s'est incliné de 3 points, 62-59. Alors je vais m'adresser à vous en premier, Kevin. Une défaite qui était pourtant, on a l'impression, largement évitable quand on a vu cette rencontre. Quand on regardait le deuxième quart-temps, le CSP menait d'une dizaine de points. On s'est dit que le CSP allait remporter aisément ce match, sachant qu'il dominait largement. Et ils ont connu une deuxième mi-temps catastrophique, compliquée on va dire, où peu à peu, en fait, au retour des vestiaires, je pense qu'ils ont raté 7 paniers d'affilée. Je crois qu'ils finissent à 4 sur 13 au troisième quart-temps. Donc ils ont fait preuve d'une maladresse énorme, qui leur a coûté le match. Malgré tout, ils étaient à -4 à 4 minutes de la fin. Ils reviennent dans la partie de manière espérée dans la dernière minute. Jordan Taylor a le panier pour égaliser à la fin de la partie, mais il marque pas. Et le CSP, on peut dire, perd logiquement ce match en raison notamment de cette deuxième mi-temps qui a été compliquée. Lucienne, c'était pas franchement un beau match. Pas vraiment, mais c'est quoi? Je dirais que l'envie, quand on joue Monaco chez soi, il vaut mieux avoir une forte envie parce que le CSP est attendu au tournant tout le temps et que à la maison évidemment il y a le 6e homme, il y a la salle, mais l'enjeu, est-ce que l'enjeu était si important que ça? Est-ce que les Limogeaux l'ont compris? Jean-Christophe, vous avez regardé aussi cette rencontre qu'on diffusait hier soir sur lepopulaire.fr. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette prestation du CSP ? Elle a été contrastée, comme le dit Kevin. Très bon deuxième quart-temps. On se dit que Limoges CSP va jouer à sa main, va réussir à battre cette équipe de Monaco, qui cette année n'est quand même pas l'équipe de Monaco qu'on a connue les saisons dernières. Triple tenant du titre de la Leaders Cup quand même. Donc là, c'est pas tout à fait la même équipe. Et puis, il y a cette deuxième mi-temps et puis pas mal de défaillances individuelles quand même. Un banc de Limoges qui ne rapporte que 11 points, là où le banc de Monaco en a rapporté 30. Donc là il y a quand même un différentiel. Il y a un différentiel au niveau des rebonds, 50 rebonds pour Monaco, 30 pour Limoges. Donc voilà, c'est des gros différentiels. Et puis il y a individuellement, il y a des joueurs de Limoges qui sont un petit peu passés à côté. Jonathan Rousset. On peut parler de manque d'envie un peu. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux sur ce côté-là. Hier soir, beaucoup de supporters estimaient que l'équipe avait laissé tomber. L'équipe qu'on a vue contre Strasbourg et celle qu'on a vue contre Monaco, c'était pas tout à fait la même en termes d'intensité, de motivation. Je pense qu'ils avaient envie de gagner. De toute façon, quand on est sur le terrain, on a envie de gagner. Mais il n'y avait peut-être pas ce petit plus qui fait qu'ils se sont bougé le cul, passez-moi l'expression, contre Strasbourg, parce qu'il y avait 5000 personnes aussi qui les poussaient derrière. Et là, dans l'ambiance un petit peu feutrée, voire carrément très calme de Monaco, c'était pas tout à fait la même chose. Et on débouche sur cette espèce de
non-match un petit peu, enfin, en tout cas en deuxième mi-temps. C'est vrai, Kevin, qu'on a vu un Limoges CSP très bon contre Strasbourg et plutôt mauvais 3 jours plus tard. Le contraste est saisissant, et la meilleure image de ce contraste, c'est Sekou Doumbouya qui a plané sur Blanc lors de son retour contre Strasbourg, qui a été très bon. Et là, contre Monaco, ça a été le jour et la nuit. Il commence par 2 pertes de balles, 2 paniers ratés, une faute, moins 4 d'évaluation en 6 minutes. Franchement, Sekou, il a été à l'image de son équipe le jour et la nuit. Et comme disait Jean-Christophe, il a dit qu'il y a des joueurs qui sont passés à côté. On peut penser à Jonathan Roussel qui est clairement dans le dur ces derniers temps. William Howard est resté que 9 minutes sur le banc. Et à contrario, on a beaucoup tiré sur les 2 arrières américains qui sont Dwight Hardy qui a joué 35 minutes et Jordan Taylor qui a joué 34 minutes. À la fin du match, François Perronnet s'est plaint de trop faire jouer les deux. Et il aimerait justement que les remplaçants, que les rotations soient à leur niveau. Et malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas à Monaco. Et ce qui fait que le CSP a perdu là-bas, malheureusement. Lucienne, avec votre regard, votre expérience du terrain, est-ce que c'est difficile de garder une aussi haute intensité de match à 3 jours d'écart entre Strasbourg et Monaco? Honnêtement, oui. Oui, parce que les corps fatiguent, même si on a toujours envie de gagner, mais il y a les voyages, il y a euh, tout le reste, l'alchimie aussi entre les joueurs. Peut-être qu'il y a certaines personnes sur le terrain qui s'entendent mieux et il faut toujours avoir envie plus que le collègue, il faut le rendre meilleur. Donc c'est à l'entraînement forcément que ça passe. Après, sur le terrain, le coach doit trouver justement les personnes qui vont tirer l'équipe vers le haut. Et c'est vrai que si on n'a pas un leader qui est assez vocal, enfin qui regroupe ses troupes et qui pousse un coup de gueule, notamment aussi au deuxième quart-temps, à la fin du deuxième quart-temps, au troisième, il y avait eu une tête forte à part le coach, pour remettre l'équipe vraiment dans le bon sens. Peut-être que ça aurait fait la différence. Voilà. Il manque une grande figure. Une grande gueule un peu dans ce groupe. Voilà, Un on va dire leader, ça. Oui. Un leader. Oui. Dwight Hardy va être un leader sur le terrain, mais Voilà. pas forcément dans le leadership Dans la vie de groupe. et la vie de groupe, Faire effectivement. en sorte que tout le monde aille dans le même sens et ait les mêmes envies, les mêmes motivations et rappelle pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont au CSP. On a vu Samardo Samuels, très bon contre Strasbourg, et là, 0 point. Il a passé 10 minutes sur le terrain, il rapporte aucun point. Là aussi, ce différentiel, et un joueur comme Samuels, ça pèse lourd dans la balance. Quand il n'est pas là, contre Exactement. Strasbourg, il fait un super match. Exactement. Et puis là, 3 jours après, il n'est plus là. Donc forcément, ça pèse, surtout qu'en face, à Monaco, il y a quand même une bonne équipe, et puis il y a 2 joueurs qui sont sortis du banc. Alors je disais qu'il y avait 30 points de la part du banc, mais il y en a 28 marqués par 2 joueurs seulement. Donc voilà, mais ces 2 joueurs, Limoges a été incapable de les cadenasser. Et tant qu'on est dans les stats, juste pour préciser, c'est dommage parce que les trappes défensives du CSP ont fait provoquer 21 balles perdues de Monaco. Normalement, quand l'adversaire termine à 21 balles perdues, on peut espérer la victoire. Mais malheureusement, Limoges a shooté à 35% à 2 points et à 3 points notamment. Mais ils ont été terriblement maladroits, et ce qui fait qu'ils n'ont pas pu gagner hier soir. Enfin, ce qui est dommage surtout, c'est que Limoges rate une opportunité de gagner un trophée qui était quand même à sa portée. La Coupe de France, il y avait 3 matchs à gagner, donc, puisque derrière ce 8e de finale, c'était un top 8. Alors c'est une formule un peu particulière, un top 8 où il se retrouvait un week-end mi-mars, 8 équipes pour disputer quart et demi-finale. Et voilà, enfin, en gros, là, derrière Monaco, il y avait 2 matchs à gagner pour se retrouver à Bercy. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Merci messieurs d'avoir porté donc votre analyse sur cette défaite, on le rappelle, donc lundi soir en Coupe de France du Limoges CSP, 8e de finale, défaite 62-59. C'est terminé donc pour ce premier quart-temps. Rendez-vous sur le site internet lepopulaire.fr et sur la page Facebook du Populaire, où vous pourrez laisser vos commentaires et nous donner votre avis sur cette émission, sur les propos aussi qui ont été tenus par nos spécialistes. On vous donne rendez-vous dans le deuxième quart-temps. Merci de nous avoir suivis.
Alors avant d'évoquer ce match plus particulièrement, on rappelle, messieurs, dames, le palmarès du Limoges CSP en Leaders Cup, pas vraiment brillant, 3 participations pour autant d'éliminations dès les quarts de finale. Jean-Christophe, pourtant c'est une compète assez intéressante. Oui, oui, mais voilà, Limoges n'a jamais passé le cap. Ils n'ont jamais été non plus écrasés. Mais bon, voilà, ils n'arrivent pas à passer le cap de cette Leaders Cup. Tu l'as dit, Franck, hein, 3 participations, 3 éliminations quart de finale. Je sais pas, il y a comme un. On ne peut pas parler de blocage parce que ce n'est pas le club qui fait un blocage. À chaque fois, ça a été 3 équipes différentes. Mais cette formule, clairement, ça ne réussit pas au Limoges CSP. À l'inverse de Monaco, dont on parlait, qui est triple tenant du titre. Et puis, voilà, donc il faut espérer que cette fois, parce que bon, quelque part, il y a quand même un trophée à aller chercher. C'est jamais anodin. Et là aussi, de la même manière, quand on parlait de la Coupe de France, c'était 3 matchs à gagner. Ben là, il y a 3 matchs à gagner pour aller chercher un trophée. Certes, il ne rapporte pas forcément automatiquement une Coupe d'Europe, mais ça fait toujours un trophée dans la vitrine. Et Limoges, qui aime bien suspendre des fagnons à Beaublanc, ben, ça serait bien inspiré de pouvoir en accrocher un nouveau, surtout qu'il n'est quand même pas super compliqué en termes de nombre de matchs à aller chercher. Et c'est le seul qui lui manque. En plus. Oui, aujourd'hui au palmarès du club, c'est effectivement le seul trophée qui manque. Est-ce que c'est une compétition un peu particulière ? Ce sera peut-être pour cette année, enfin, on le leur souhaite. Particulière, oui, parce que c'est un peu comme March Madness aux États-Unis, on perd le match, on rentre chez soi. Donc là, il y a 2 matchs, on perd le premier, ben, on est disqualifié. Donc c'est pas le même état d'esprit, et il faut vite se mettre à la page et se dire que c'est le dernier match de la saison. C'est comme ça qu'il faut on aime l'aborder. ce type de compétition quand on est Oui, joueur, oui. 3 matchs assez faut. resserrés dans le calendrier, sur un lieu neutre. Oui, il faut. Enfin, c'est vrai que les lieux sont assez festifs. Disneyland, bon, c'est la salle, c'est pas vraiment les meilleurs, on va dire, c'est pas vraiment la Ça meilleure. respire pas le basket. Pas vraiment. Ils ont essayé. Enfin, nous, on y est allé l'année dernière et c'est vrai que c'était assez particulier, mais c'est du basket, c'est l'équipe en face. Il faut la battre pour avancer. Donc, tout le monde aime, tout joueur aime cette compétition-là, cette sensation-là. Alors Kevin, Nanterre, pour démarrer la Leaders Cup, Nanterre, un adversaire quand même assez compliqué. Un adversaire nanterre qui avait battu le Limoges SP l'an dernier à l'Leaders Cup lors du premier match, et donc du coup qui avait arrêté le parcours du Limoges SP. Un adversaire qui, on le connaît, qui est quand même qui est toujours dans le top 8 du championnat, qui s'appuie cette année sur un très grand Laou Konaté qui fait une très grande saison, l'ailier français, et un adversaire que le CSP aura à cœur de battre, dixit Olivier Bourguin. En fait, Olivier Bourguin nous a répété 2 fois en conférence de presse qu'il n'avait pas apprécié le comportement des Nantériens à l'issue du match l'an dernier à la Leaders Cup. Donc lui, ça lui tient à cœur de prendre la revanche. Il s'est mis un peu volé ou lésé. Ce que les Limougeaux sont concernés de cette façon, je pense aussi. Je pense qu'il faudra aussi contrôler les shooters de Nanterre. Cette année, il shoot à 42% à 3 points. C'est l'une des forces de Pascal Nadieu avec cette équipe. Ce ne sera pas un match facile, mais je pense que sur cette dynamique, le CSP peut passer. C'est pas le même Nanterre que les autres années, quand il s'appuyait sur notamment Eko Chafardzic ou ça a été plus flamboyant par le passé, c'est plus possible cette année. Et pour finir, il faut dire que Nanterre est sur 2 défaites consécutives en championnat également. Donc la dynamique n'est pas forcément terrible du côté Nanterre, mais c'est une équipe dont il faut se méfier. Jean-Christophe, difficile de se jauger par rapport aux précédentes rencontres face à Nanterre, puisque récentes, parce que le CSP, lui, a beaucoup changé. Oui, alors ils avaient gagné le match aller à Beaublanc. C'était Kyle Milling à l'époque qui était entraîneur. Il l'avait gagné assez largement, 80-62, si mes souvenirs sont bons. Donc là, ça avait été une belle et bonne victoire. Il y avait à l'époque London Perrantes qui était là. Et puis, encore une fois, c'était Kyle Milling sur le banc, pardon. Et donc là, on a vu, effectivement, depuis l'arrivée de François Perronnet, que l'équipe a été quand même a changé dans sa dynamique, dans sa façon de jouer, dans son investissement également. Donc, quelque part, on pourrait penser que le Limoges CSP est favori de cette rencontre. Maintenant, une équipe comme Nanterre, c'est, comme on dit souvent, les pétards ambulants. Donc, on ne sait jamais d'où ça va arriver. À 3 points, ça peut tomber de partout, de n'importe qui. C'est une force, mais c'est aussi peut-être une faiblesse. Le jour où ça ne rentre pas, et c'est le souvenir aussi du match aller,
Ils étaient partis très fort, Nanterre à Beaublanc, ils menaient de plus de 10 points au bout du premier quart-temps, tout rentrait, et puis Limoges avait inversé la tendance, et c'était le soir où Jonathan Roussel avait signé son meilleur match sous Limoges CSP, et fait plus de 27 d'évaluation, je crois, son meilleur match, et donc Limoges avait réussi à inverser la tendance, donc voilà, tous les espoirs sont permis pour Limoges à condition qu'ils aient envie. Lucienne, Kevin l'a dit, c'est une équipe qui shoot beaucoup à 3 points, Nanterre. Quelle solution? Enfin, c'est une équipe qui procède comme ça. Donc, quand on sait qu'une équipe shoot est assez adroite à 3 points, on s'adapte en les pressant beaucoup plus. Si on les empêche d'avoir le ballon à l'extérieur, ils ne peuvent pas être aussi performants. Il leur faut de l'espace pour shooter. Donc le mieux, ce serait d'essayer d'empêcher aux ailiers d'avoir la balle et de défendre très haut. Et ensuite, si jamais le shoot est parti, surtout les écrans de retard, parce qu'une équipe qui shoot, même si elle est à droite, en général, ils vont beaucoup au rebond offensif. Donc moi, je miserais surtout sur ça, quoi. Essayer de les empêcher d'avoir la balle et essayer de faire en sorte qu'ils se souviennent de matchs de l'année d'avant où ils ont perdu. Donc ce serait surtout ça, avoir les crocs pour faire en sorte que ce soit eux qui repartent cette année et non pas nous au premier match. Alors si, moi je passe, rien ne nous empêche de regarder déjà un petit peu plus loin. Ce profil Dijon ou Strasbourg en fait, en cas de victoire. Oui, Dijon-Strasbourg. De préférence, on préférait prendre Strasbourg, qui est diminué et face auquel on reste sur une probante victoire. Dijon, à contrario, joue avec 7 joueurs. En fait, les deux équipes seront difficiles à prendre. Si elles sont à la Leaders Cup, c'est qu'elles ont mérité leur place. Moi, je préférais prendre Strasbourg, sachant qu'on reste sur une bonne dynamique face à eux. Dijon, je pense que ça sera compliqué. Et même s'ils jouent à 7, ils sont très forts en ce moment, grâce à leurs deux ricains, la Olson et Ware, si je dis pas de bêtises. Mais Dijon, ça sera difficile à prendre, je pense. Après, c'est que des projections, évidemment. Ouais. Le seul bémol sur Dijon, comme tu le dis, c'est le deuxième match en 2 jours, avec un effectif réduit. Ils ont un jeu à forte dépense énergétique. Ils sont beaucoup d'énergie dépensée en défense. Donc arriver 24 heures après un premier match. À la fois, Limoges a montré qu'il aimait pas trop enchaîner les matchs. Voilà, plus. exactement. Mais Limoges a sans doute plus de bancs, donc voilà, un peu plus compter sur un effectif plus large. Donc, mais c'est le seul bémol qu'on peut mettre à Dijon et en général, bon, même 24 heures après, peut-être qu'on peut ressentir vraiment la fatigue en finale, mais 24 heures après, on est encore sur une dynamique, hein, je pense, Lucienne. Ah oui, on sort sur la vague. Quand on gagne, de toute façon, la fatigue physique, en général, on l'oublie. Elle se ressent au troisième quart-temps, quatrième quart-temps, mais on a toujours cette envie. Donc, et puis pourquoi pas donc une finale contre Pau, hein, même on peut rêver. Pau fait partie je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a des paris organisés sur la Leaders Cup, mais franchement il y aurait de l'argent à parier. Il y aurait de l'argent à parier au-delà de ce que c'est une belle finale, sur la dynamique des deux clubs. Le CSP, comme l'a dit Jean-Christophe, a du banc et hormis on s'avait vu à Monaco est sur une bonne dynamique. Ils ont récupéré Inglis, ils ont récupéré Doumbouya, ils sont au complet, ils sont à 10 avec 10 forts joueurs. Pau a gagné à Chalon sur un shoot primé, un beau shoot de McConnell. Ils sont également sur une belle dynamique, ils sont deuxième du championnat, rappelons-le, sauf erreur de ma part. Donc on peut tout droit se diriger vers cette finale. Par contre, de l'autre côté, il faudra éliminer l'Asvel. Il faudra éliminer l'Asvel de l'autre côté. Mais on peut se diriger vers une finale de la sorte. Merci messieurs, dames. C'est terminé donc pour ce deuxième quart-temps du CSP Time numéro 28. On va donc s'intéresser dans ce troisième quart-temps à vous, Lucienne Berthieu, à votre parcours, à votre carrière. Et on va commencer par une petite bio, si vous voulez bien. Date, lieu de naissance et à quel âge vous avez commencé le basket ? Alors bonjour, merci de m'avoir sur le plateau. J'ai commencé le basket, alors je suis né un 31 mars. 1978, je suis née au Cameroun, en Afrique, et je suis arrivée en France quand j'avais 6 ans. Et j'ai commencé le basket assez tard, en fait. J'ai commencé vers 11 ans, 11-12 ans. Mon prof de sport m'a demandé si je faisais du sport. Non, pas vraiment, à part à l'école. Et donc, il m'a dirigée vers une de ses amies qui était au Stade Poitvin et qui a été
qui m'a fait faire des tests, qui m'a vu courir, qui a vu ma taille à 11 ans et qui a dit ah oui, oui, oui. Donc qui m'a montré Donc un ce peu. club, c'était C'était le Stade Poitvin. C'était Geneviève Boscarbiès. Ça faisait oh là là, ça fait ça remonte. Et le Stade Poitvin qui maintenant est devenu qui a mergé avec voilà, qui est maintenant le PB86 avec un autre club Poitvin. Et donc, Et donc vous signez j'ai pro en quelle année alors du coup après cette expérience poitevine? assez rapidement, disons que j'ai fait tout de suite 2 ans de Krebs, ensuite 3 ans d'INSEP, et ensuite 1 an à Rennes avant de partir en universitaire aux États-Unis en fait. Donc j'ai fait 4 ans d'études universitaires aux États-Unis. J'ai été drafté là-bas en 2002 et je suis revenu jouer. Mon premier club européen a été avec Aix-en-Provence en 2002. Voilà. Et ensuite juste les clubs, le parcours, parce que vous en Alors, avez fait pas mal. Aix-en-Provence, où on a été championne d'Europe quand même, de la Coupe Ronchetti, avec Abdou Ndiaye, donc ça c'était génial. Ensuite, Valence, en Espagne, où on a gagné toutes les coupes en Espagne. On a perdu en Euroleague malheureusement. Et ensuite, avec Valenciennes, qui malheureusement n'existe plus, Valenciennes avec Laurent Buffard. Et c'était une super équipe, mais bon, maintenant, c'est vrai qu'ils ont déposé le bilan. Donc, tous les clubs avec lesquels j'ai eu un petit passé ne sont malheureusement Pas tous. tous les clubs professionnels. Voilà, professionnels ne sont plus maintenant que des souvenirs dans ma tête et dans ceux d'autres joueuses. Mais heureusement, oui, j'ai pu, depuis que je suis sur Limoges, j'ai eu la chance de pouvoir rejouer avec des groupes assez sympas. C'est une carrière quand même qui place quand même. Oui, voilà. Ça place la sportive. international Voilà. également. Oui, exactement. Lucienne, vous avez joué aux États-Unis, vous l'avez dit, formé Ouais. en université. C'est une expérience qui vous a beaucoup marqué, et Énormément. notamment au niveau de la mentalité Mhm. des Américains. Mhm. Énormément. Le côté, la dimension physique et mentale a fait beaucoup pour moi. J'étais assez timide comme joueuse, mais le côté, le couteau entre les dents, le côté, la rage, on joue contre une équipe qui est pas très bien classée et nous on est au top, et ben l'envie de gagner, l'envie de marcher sur l'adversaire, peu importe qui on joue, contre les premiers, contre les derniers, ce côté-là est ce qui m'a énormément marqué et ce que j'aimerais voir plus souvent ici de ce côté de l'Hexagone. C'est ce que vous avez gardé sur votre carrière de joueuse après professionnelle, parce que moi je me souviens Bertrand Parvot, qui vous a entraîné au Limoges ABC, qui me disait qu'en dehors du terrain, ben voilà, vous étiez Gentil. gentil, et qu'une fois passé la ligne et vous étiez sur le terrain, vous deveniez une guerrière complète. Oui, bah, c'était le but, c'était arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un qui avait envie de tout donner pour le bien de l'équipe. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un sport d'équipe, parce que tout seul, voilà, on peut apporter ses qualités, mais c'est l'équipe qui fait ressortir le meilleur individuellement de chaque personne. Donc, Vous avez connu plusieurs carrières. Finalement, la carrière américaine, l'une des rares françaises à être draftée en WNBA, à évoluer en WNBA. La carrière européenne, où vous avez cette stat incroyable, où chaque année, vous avez gagné un trophée, championne de France, championne d'Espagne et vainqueur d'une Coupe d'Europe, avec 3 clubs différents. Et après, vous pouvez nous dire un petit mot sur cette carrière en Limousin, où vous êtes installé auprès de votre mari, où vous avez vous avez connu plusieurs arrêts aussi. Vous avez arrêté, vous avez repris au LABC, vous avez arrêté, vous avez repris à Fétia, Oui. vous avez arrêté, vous avez repris à la Saint-Louis de Gonzague. Voilà. Vous pouvez nous parler un peu du Limousin, de ces carrières, de ces 3 clubs limougeaux auviennois, on va dire. Oui, avec plaisir. Alors, jusqu'à 2005, en fait, jusqu'à ma dernière année professionnelle, j'avais l'impression de faire mon métier, de jouer au basket, mais ça n'était pas encore devenu une passion vraiment. Je m'étais pas rendu compte à quel point c'était une passion, en fait. Et quand j'ai arrêté pour me marier et pour avoir mon premier enfant, après, je me suis dit, ah oui, quand même, ça manque. Ça manque. Qu'est-ce que je peux faire? Donc forcément, je me suis vu proposer par Jean-Paul Robert de revenir pour les aider et dans le marketing du club et évidemment sur le terrain. Et
je me suis dit pourquoi pas en termes de reconversion, c'était pas une mauvaise idée parce que c'est vrai que on nous apprend à être basketteur pendant toutes ces années de professionnel, mais il y a très peu de place laissée à la formation et à apprendre un métier en fait. Notre métier c'est le basket et malheureusement on ne dit pas assez aux jeunes qu'il faut aussi se concentrer sur les études parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure et que dès qu'il y a un petit pépin, là on se remet en question, on remet tout en question et on recommence à zéro. Donc j'ai eu cette chance-là justement parce que je suis partie aux États-Unis, ce qui m'a coûté d'ailleurs beaucoup en équipe de France, parce que j'ai fait le choix d'aller continuer mes études aux États-Unis. J'ai pu avoir un diplôme de communication et de marketing là-bas, et ça m'a aidé pour rebondir avec le Limoges, le LABC. Et ensuite, c'était une expérience, enrichissante, mais voilà, j'étais restée un petit peu sur ma faim parce que bon, pour diverses raisons. Fétia m'a permis de rebondir dessus après mon deuxième enfant. Et c'est pareil, j'avais envie d'un club plus familial, où vraiment il y avait l'entente dans les copines, où l'envie d'aller s'entraîner et de se donner à fond. Voilà, qu'on vienne pas juste pour faire, parce que c'était de l'amateurisme, donc passer de niveau professionnel où on s'entraîne 2 fois par jour, où c'est notre métier. Et vous prenez le même plaisir? Oui, beaucoup plus maintenant. Beaucoup plus maintenant parce que je me rends compte à quel point c'était une chance de se dire que les joueuses qui étaient payées pour faire ce sport, elles venaient, elles donnaient tout. Et quand je vois, avec la FLG notamment l'année dernière où on a fait une année, mais génial, on était parti une bande de copines, voilà, vous apporter, avec un super amateur, à mon avis, ça doit apporter quand même. Mais voilà, mais je pense que elles m'ont fait leur donner ce qu'elles m'ont donné elles. J'étais tellement à l'aise, tellement bien avec le coach Stéphane Barrault, avec Caro, enfin toute cette bande de copines, que voilà, elles m'ont donné envie de me dépasser et je voyais vraiment qu'elles venaient à l'entraînement pour apprendre aussi, pas juste pour meubler, parce que là c'était la fin de la semaine et que voilà, l'état d'esprit était vraiment différent. Voilà, elles m'ont redonné vraiment goût à jouer et à prendre plaisir. Et il y a une dernière partie de ta carrière maintenant, c'est le handi-basket. Tu peux nous dire un petit mot sur ça? Apparemment, tu fais du handi-basket. Oui, depuis l'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer Laurence. J'ai vu une démonstration au LABC. J'étais allée avec mes enfants et je tombe sur ça. Je me dis, tiens, pourquoi pas? Donc j'ai été la voir à la fin. Elle m'a dit, oui, tu peux venir, on accepte les valides. Donc j'ai dit, allez. Mon mari me disait, hein, t'es sûr? Mais non, tu peux encore jouer. Je dis, oui, bien sûr, je peux jouer. Mais voilà, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Mon point fort étant mon haut de corps, mes genoux étant un peu beaucoup handicapés, je me suis dit, pourquoi pas? Et ça a été une découverte vraiment géniale. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. On a fait une démonstration à Poitiers sur la place d'Armes avec des enfants. Ça s'est très bien passé. Et là, on a joué hier notre premier match contre Angoulême, qu'on a battu. Et c'est une super ambiance. C'est alors, différent. Donc vous habitez bien Limoges, maintenant c'est votre ville. Oui, c'est ma ville. Voilà. De cœur. On voit souvent d'ailleurs au CSP, vous suivez beaucoup l'actualité du club. C'est pas pour rien qu'on vous a fait venir dans cette émission. N'est-ce pas? Il faut demander à mes enfants. Une vraie supportrice aussi donc, du club de Limoges. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin donc de ce 3e quart-temps de CSP Time. Merci messieurs, dames. Alors première chose, pour démarrer ce quart-temps, je crois qu'il faut d'abord, Kevin, resituer un petit peu les performances de Sékou Doumbouya. C'est un joueur qui a été longtemps absent, qui revient de blessure et le retour a vraiment été remarqué immédiatement. En fait, c'est surtout son absence qui a été remarquée. Je pense qu'il a été absent plus d'1 mois et demi, toute la durée du top 16. Et sans lui, le CSP a été en difficulté. Je pense qu'avec lui, enfin, je ne dis pas que le CSP aurait été au top 16, mais il a vraiment manqué en termes de rotation, d'énergie, d'intensité. En fait, tout ce qu'il est capable d'apporter a terriblement manqué au CSP durant cette période-là. Il est revenu samedi face à Strasbourg, il a fait un très bon match et il a enchaîné un deuxième match beaucoup plus compliqué mardi en Coupe de France à Monaco. Voilà, malheureusement il a été victime de plusieurs petites blessures tout au long de la saison. En fait, je crois qu'il a débuté la saison, il a été absent, il était très bien revenu, il a de nouveau été absent et là il revient en Limoges CSP. Voilà le contexte de Sékou Doumbouya qui
Bon, on va en parler, qui est capable du très bon comme du pire, tout en rappelant que c'est un joueur qui a que 18 ans. Ouais, il faut rappeler l'extrême jeunesse de ce joueur, 18 ans, Kevin le rappelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-Christophe? C'est une vraie plus-value pour le CSP Alors voilà, comme Kevin le dit, il faut surtout pas oublier qu'il n'a que 18 ans. Il sort de Poitiers en Pro B, donc là il arrive en Pro A, donc il est arrivé à Limoges. On se posait légitimement les questions de savoir s'il allait avoir le niveau pour jouer en Pro A. Il l'a prouvé, donc son potentiel est énorme de toute façon, puisque là on voit encore un joueur parfois un peu brut de décoffrage, mais on se rend tout de suite compte malgré tout qu'il sait tout faire. Il est capable de driver, il est capable d'aller au rebond, il peut shooter à 3 points. Alors son shoot, il est encore sans doute très perfectible à tous les niveaux, techniquement, au niveau de l'adresse également. Mais voilà, effectivement, le potentiel semble aujourd'hui assez incroyable. Et maintenant, voilà, on a aussi affaire à un joueur de 18 ans, donc capable du pire comme du meilleur. Mais même si je suis quand même assez bluffé quand même parce que ce qu'il montre avec Limoges quand même, il a montré très vite qu'il avait quand même le niveau Pro A, et ça c'est quand même pas rien. Alors c'est un joueur qui vise la draft, hein, clairement. Est-ce que justement pour ça, c'est pas un joueur qu'on peut penser protéger? Protéger pour la draft? Ouais. Pas, Pour éviter, je bien ne sûr, sais une pas blessure trop. qui pourrait remettre Disons en que cause les sa Américains, carrière. disons que les Américains ils nous snobent un petit peu les Européens qui arrivent à la draft là. On a vu ce qu'ils ont fait avec l'un de nos meilleurs joueurs européens là, à cette draft là. Doncic, dont tu veux parler. Oui, bien sûr. Enfin, ici, le niveau est quand même très élevé en Europe. Donc, c'est vrai que ce serait bien qu'ils fassent un peu plus attention aux joueurs qui viennent d'Europe. Maintenant, est-ce que pour ce jeune de 18 ans, est-ce que c'est une bonne chose d'y aller tout de suite? C'est à lui. Je trouve que c'est quand même encore très jeune. Donc, est-ce que s'aguerrir encore un an au niveau européen, voire en Euroleague, pourquoi pas? Il a été capable de montrer qu'en Pro A, en Pro B, il en avait les moyens. En Pro A, il en a certainement les moyens aussi, mais c'est pareil, il faut trouver sa place, trouver son rôle. Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe dans laquelle il va et l'aider à continuer de progresser parce qu'il n'a que 18 ans. Alors la question de son temps de jeu est très importante pour ça. Son temps de jeu, exactement. Par rapport à ta question, Franck, je pense qu'il a besoin d'être exposé. Évidemment, il a besoin d'être protégé. Je pense que c'est pour ça, notamment, qu'il a été tout de suite opéré de. On ne sait pas trop ce qu'il a eu finalement au poignet, mais il a été tout de suite opéré. Le pouce, tout de suite opéré de son pouce. Et il a besoin d'être exposé, sachant que le CSP, s'il est drafté au premier tour et dans une très bonne position, touchera de l'argent sur son transfert. Une somme d'argent non négligeable pour le CSP. Et il a besoin d'être exposé. D'où cette question qui me vient à l'esprit. C'est face à Monaco mardi, il a joué quand même 18 minutes en étant dans le dur, on le rappelle, on l'a dit en début d'émission, il fait moins 4 dévals en 6 minutes. Il fait une entrée catastrophique, on peut le dire. Hein. Il a été très bon, mais là, il a été catastrophique. Et malgré ça, il a joué autant qu'un Axel Bouteille qui était très très bon depuis l'arrivée de François Perronnet, et beaucoup plus qu'un William Howard qui a joué 9 minutes. Ces 12 joueurs jouent sur le même poste que Sekou. Et là, sur ce match-là, il a joué beaucoup. Donc on peut se demander sur la fin de saison si le CSP, pour le vendre mieux, pour l'exposer au mieux, va pas avoir pour contrainte ou va pas s'obliger à le faire jouer beaucoup sans conséquence par rapport à ce qu'il produit sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va pas s'imposer à ce qu'il joue 15-20 minutes, qu'il soit très bon ou très nul ou très faible. On peut se poser cette question-là pour la fin de saison. Il y a un vrai dilemme là, je pense, avec un joueur qui a un vrai projet individuel au milieu d'une équipe et au milieu d'un sport collectif. Et ça, effectivement, alors on se pose la question, alors il y a peut-être pas à se poser la question, hein, mais forcément on s'interroge. Il y a quelqu'un qui est rentré au staff pour s'occuper des joueurs individuellement. On sait qu'il s'occupe beaucoup de ses coups. Donc il y a un vrai projet individuel au milieu d'un club, au milieu d'une équipe. Et effectivement, sur ce qu'il nous montre sur certains matchs,
c'est tout bénef pour Limoges. Avoir un joueur comme ça, forcément, on l'a vu, ça peut être une vraie plus-value. Mais bon, voilà, on est obligé de s'interroger. Effectivement, comme dit Kevin, est-ce qu'à un moment ou un autre, alors ça m'étonnerait quand même que François Perronnet se laisse dicter le nombre de minutes qu'il doit donner à des joueurs en fonction parce que Et dicté par un agent, par un agent, par des agents, oui, mais bon, il y a aussi une dimension financière qu'on peut pas écarter. Exactement. Cette dimension financière pour un club comme Limoges, elle est très importante. Pour un club comme un club français de Jeep Elite. Donc voilà, il y a tout un tas d'éléments qui font que Sékou Doumbouya, est-ce que c'est une vraie plus-value? Moi, je pense que oui. Maintenant, effectivement, il peut y avoir peut-être des petits, peut-être pas des accros, mais des petites, un peu de friture sur la ligne certaines fois, parce que il est dans un vrai projet individuel. Et la deuxième friture sur la ligne, ça peut être, je pense également, je le répète, que ça peut être une très bonne plus-value qui peut amener le CSP à rêver en grand d'ici la fin de saison. L'autre friture sur la ligne, ça peut être la gestion des temps de jeu. Pendant un long moment, le CSP a joué sans Doumbouya et un peu moins sans Samardo. Donc à 8 ou à 9, forcément, on joue plus. Là, à 10, avec 10 joueurs qui sont capables d'être titulaires dans une équipe de Jeep Elite, forcément, ça va poser la question des temps de jeu, des frustrations personnelles. Et on sait qu'ils sont 3 pour un seul poste, entre guillemets. William Howard, Axel Bouteille et Sékou Doumbouya sont 3 ailiers de formation, sont 3 très bons joueurs. Donc c'est une équation avec des profils différents, mais à François Perronnet de satisfaire tout le monde et de tirer la quintessence de tout le monde pour amener le CSP jusqu'où on veut qu'il aille, c'est-à-dire jusqu'au titre de champion de France. Alors, c'est ça, c'est pas. J'entends ce que tu dis, mais par rapport à la satisfaction, de satisfaire tout le monde, c'est pas le but, c'est pas de faire plaisir à tel ou tel joueur. C'est quel est le joueur qui aujourd'hui est capable de me donner ce que l'équipe a besoin pour gagner. Si c'est Sékou, ce sera lui qui jouera. Si on pense que malgré le fait qu'il ait été dans le dur mardi contre Monaco, il est capable de rebondir, peut-être que c'est peut-être aussi pour lui donner de la confiance parce que justement, les autres ont montré pendant son absence qu'ils étaient capables, qu'on pouvait compter sur eux. Mais maintenant, c'est aussi dans l'équipe, il faut un esprit de compétition, il faut donner le meilleur de soi pour avoir envie d'être sur le terrain. C'est ça aussi qui fait que d'être 10, c'est une bonne chose. Ils étaient handicapés, là, ils ont retrouvé leurs joueurs, donc c'est tout bénef pour le CSP. Après, juste pour finir, l'avantage de Sékou, c'est qu'il a peut-être une palette beaucoup plus large que William Howard et Axel Bouteille. En défense. En défense, on l'a vu mardi contre Monaco. Il défendait sur le meneur à qui il rendait peut-être 25 ou 30 cm. Donc il est capable de défendre a priori sur beaucoup de postes, même parfois peut-être au poste 5, parce qu'avec le physique qu'il a. Donc il a une palette qui est vraiment très large et c'est forcément un avantage pour lui. Messieurs, dames, merci de nous avoir éclairé donc sur le cas Sékou Doumbouya. C'est terminé pour ce 4e quart-temps. Et c'est donc avec vous, Jean-Christophe, qu'on va démarrer un petit peu ce bilan, toujours sympathique, les plus, les moins, les tops, les flops. Alors pour vous, quel point positif, votre top de cette semaine au Limoges CSP? Alors c'est ex-Limoges CSP, puisque c'est Nobel Bungo Kolo, auquel je mets un top. Il vient de faire une pige à Levallois, une pige fort réussie, ma foi. Il termine à plus de 11 points de moyenne, 7 rebonds de moyenne. Il vient de signer une évaluation à 25 en Coupe de France lors de la qualification de Levallois à Vichy-Clermont. Et il va disputer la Leaders Cup, mais ça va être tout, puisqu'il vient de trouver un contrat avec Badalone en Espagne. Mais en tout cas, le temps de son passage, qui aura été quand même assez court en Jeep Elite, il a prouvé qu'il restait quand même un très fort joueur. Kevin. Mon top, mes tops et mes flops, j'étais pas très inspiré cette semaine, puis je me suis tourné vers Lucienne et la lumière fut. En fait, j'aimerais adresser mon top à ces anciens basketteurs pros qui sont restés à Limoges, cette ville qu'on décrit parfois mais qu'on adore au fond de nous. On peut penser à Lucienne qui s'est établie ici avec son mari, on peut penser à Yann Bonato, on peut penser à Frank Butter qu'on a accueilli ici, David Frigou, Fred Weiss, j'en oublie beaucoup d'autres, mais Didier Dobels, exactement. Mais ces basketteurs ont écrit l'histoire des clubs limogeaux en basket et on continue leur histoire dans cette ville et ils montrent un attachement à cette ville et un coup de chapeau à eux. Lucienne, à votre tour. Votre top. Mon top irait à
un très grand supporter du CSP. Mon coach, je vais y Stéphane, arriver. Stéphane. Stéphane Barrault qui adore le CSP. Un top pour lui parce que ce qu'il a été capable de faire avec la Saint-Louis de Gonzague qui fête ses 107 ans d'existence là, je trouve ça admirable, lui et sa femme Caro. Et voilà, ils m'ont embarqué dans leur ils m'ont montré le côté amateur comme je l'espérais et comme je l'imaginais et vraiment chapeau bas. Alors, est-ce que vous avez prévu votre flop aussi dans la foulée? Oui, alors mon flop, ce serait plus pour... je m'occupe de l'école de basket à la FLG et donc je me rends compte quand je joue, quand on va dans les déplacements, que certains clubs jouent le jeu par rapport aux règles qui existent plus ou moins pour mettre 4 joueurs forts, 4 joueurs moins forts et donc il y a certains clubs qui jouent le jeu et d'autres moins. Et je trouve ça dommage parce que c'est pour les enfants et parfois les grandes personnes, les adultes oublient, les entraîneurs, les dirigeants oublient qu'on est là pour former les jeunes, on est là pour les aider à faire mieux et que si on privilégie seulement les joueurs qui sont bons, on va laisser tout un tas d'autres personnes un peu frustrées et c'est pas le but de la formation. Alors, Lucien nous a parlé formation. Jean-Christophe, oui, vous allez revenir, je suppose, sur le parquet de Limoges. Hein. Oui, je reviens sur le calendrier. Alors, votre flop. Hein. Voilà, c'est le calendrier de la Jeep Elite et du basket français, puisque entre le match contre Strasbourg le 9 février et un match à domicile contre Le Mans le 6 avril, donc 9 février, 6 avril, il y aura un seul match à domicile pour les supporters du Limoges CSP. Ça sera contre Le Mans le 9 mars. Donc, je ne sais pas qui fait les calendriers, je ne sais pas comment ça marche, mais ça fait quand même un régime pain sec là, pour les supporters du Limoges CSP. C'est quand même pas terrible. Et enfin, on termine avec vous, Kevin. Moi, ça sera un petit flop à William Howard qui semble dans le dur lors de ses derniers matchs contre Strasbourg, contre Monaco. Il avait été très bon l'an dernier au CSP. Pour son arrivée au CSP, il avait fait une très bonne saison. C'était l'un des meilleurs Limougeaux. Cette saison, il a alterné le bon et le moins bon. Et là, il semble dans le moins bon. On aura besoin d'un William Howard au top pour bien finir la saison. Merci messieurs, dames de nous avoir accompagnés toute cette semaine. CSP Time numéro 28, c'est donc terminé. On vous donne rendez-vous tout au long de la semaine donc sur lepopulaire.fr et sur notre page Facebook pour laisser vos commentaires. Page Facebook du Populaire, bien évidemment. Merci messieurs, merci madame de nous avoir accompagnés. On vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.